Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps ensoleillés qui annoncent le printemps. Je reviens vers vous aujourd'hui avec l'interview d'une personne assez extraordinaire. Une personne, vous allez le remarquer tout de suite, modeste, simple, authentique, voire effacée, qui est pourtant quelqu'un de extrêmement puissant. J'ai déjà eu la chance de la rencontrer et de l'interviewer dans le cadre d'une émission, un documentaire que je préparais pour Inexploré TV, qui est une plateforme qui traite de l'invisible et des mystères de l'au-delà, que vous connaissez peut-être. Et l'émission s'appelait Histoire extraordinaire de médium. Et elle avait été retenue dans le casting, j'avais tout un panel de personnes, et c'est elle qui avait été retenue en tant qu'exorciste. Je ne vais pas répéter ce qu'elle a raconté lors de cette interview-là, il est trouvable sur YouTube. C'est pas du tout de ça qu'elle parle non plus dans l'interview qui va suivre, mais c'est ça qui m'a donné envie de la recontacter, de la revoir, pour parler de l'ombre, pour parler de la face dont on ne parle jamais. On aime aborder la lumière, l'amour et toute la facette positive, bien sûr, de l'invisible, mais on oublie qu'il y a l'autre côté et que les deux, en fait, ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Et je me souviens que dans le premier interview que j'avais faite, Claudia, elle avait répété une phrase de ses guides qui est magnifique, qui était « La lumière se sert de l'ombre ». Et en fait, c'est ça qui a été le point de départ de l'entretien que vous allez voir et que vous allez écouter dans quelques instants. Je vous laisse avec Claudia Javot. Très belle écoute et à bientôt. Portez-vous bien. Claudia, tu as été hôtesse de l'air pendant des décennies. Comment est-ce que la médiumnité est entrée dans ta vie? Eh bien écoutez, elle est rentrée dans ma vie du jour au lendemain. Ça a été vraiment une très grande surprise. Vers 40 ans, je cherchais pourquoi j'étais sur cette terre, à quoi je servais. Bien sûr, j'adorais mon métier. J'ai été hôtesse de l'air pendant 31 ans, ce qui n'est pas rien. J'ai beaucoup aimé ce métier, j'ai adoré servir les gens, les accompagner, mais il me manquait quelque chose. Il y avait comme une quête de sens, mais je ne savais pas que c'était une quête de sens. Et je disais à mon mari, je sais que je suis là pour quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et puis je me disais, je ne sais rien faire. À part être hôtesse de l'air, chef de cabine, qu'est-ce que je sais faire d'autre? Rien. Bien sûr, j'étais une maman, bien sûr, j'étais une épouse, mais cette médiumnité, c'était très loin de moi. Je n'y connaissais rien. Je ne connaissais rien en spiritualité, je ne connaissais rien en médiumnité. Et puis, il y a eu un choc émotionnel, quelque chose de grave. Et là, je voulais savoir, je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'il m'arrivait ça? Pourquoi est-ce qu'il m'arrivait cette tuile? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis disputée violemment avec mes parents. Donc ça a été vraiment un choc, puisque mes parents habitent juste à un quart d'heure à pied de chez moi, et que cela fait maintenant plusieurs années qu'on ne se voit plus, qu'on ne se fréquente plus, alors que j'étais très proche de mes parents. Je les appelais tous les jours, plusieurs fois par jour, je les voyais tous les jours, et que du jour au lendemain, il y a eu cette cassure, cette brisure, ce rejet, et je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ça m'arrivait. Et du jour où j'ai commencé à vouloir comprendre, où j'ai commencé à lire des livres religieux, j'ai commencé à m'intéresser à la Bible, à la Torah, à plein de livres, de religion, parce que je ne savais pas. Je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas ce que je cherchais. Et je lisais ces livres. Certes, c'était joli, certes, il y avait quelque chose, des choses qui m'interpellaient. J'ai vite compris que ce n'était pas la religion. Et un jour, j'étais tranquillement installée chez moi. Et j'ai senti une espèce de chaleur comme ça qui est descendue sur moi. Et je me suis dit, sans rien connaître, j'ai l'impression que j'ai des parents ailleurs. J'ai l'impression qu'on m'aime ailleurs, qu'il y a quelque chose d'autre. Et le jour où j'ai compris ça, eh bien chez moi, il y a eu des manifestations. Et ça a été très difficile parce que j'avais peur de tout. Il faut savoir que je suis très peureuse. Donc j'ai peur des insectes, j'ai peur des mouches, des fourmis, enfin vraiment, j'ai peur de tout. Et que j'ai commencé à entendre des pas, j'ai commencé à sentir des gens qui me touchaient. Enfin, ça a été très très compliqué. Et je pensais, je sombrais dans la folie, mais je savais au fond de moi que je n'étais pas folle. Et il fallait que je comprenne. C'est comme ça que tout a démarré.
Et quand tu dis que tu as eu l'intuition que tu avais des parents ailleurs, est-ce que tu peux développer en fait, est-ce que tu as eu une intuition un peu plus aboutie? Est-ce que c'est allé plus loin que juste qu'ils sont ailleurs? Disons que j'ai senti qu'il y avait un amour ailleurs. Parce que cette chaleur qui m'a consolée, qui m'a enveloppée, qui m'a caressée, j'ai eu l'idée dans ma tête, j'ai dit le mot terre-mère et ciel-père, alors que je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est arrivé tout seul. Et je me suis dit, oui, j'ai des parents divins quelque part. Sans trop savoir quoi, mais je savais, j'ai compris que j'avais été toujours accompagnée. J'en avais la certitude, mais c'était flou encore. C'était vraiment juste une sensation, un ressenti à ce moment-là. Et est-ce que du coup, dans les mois qui ont suivi cette réalisation qui est magnifique et qui est incroyablement verticale, hein, tu es au milieu entre la terre et le ciel, est-ce qu'il y a des manifestations autres que juste ces effleurements, ces sensations de présence qui se sont manifestées chez toi? Qu'est-ce qui s'est enclenché en fait à ce moment-là? Alors vraiment, vu que mon mari est quelqu'un de cartésien, puisqu'il est pilote de ligne, il fallait que je lui dise. Parce qu'à chaque fois qu'il partait travailler et que moi j'étais à la maison, c'était vraiment des manifestations très très marquées. Un exemple, un jour j'étais dans ma chambre et il n'y avait personne à la maison et j'entends jouer au basket. J'entends vraiment un ballon taper, sauf qu'il était 23h30 et que j'entends que c'est dans la chambre du bas alors qu'il n'y avait personne. On habite une pinède, donc pas grand monde à côté. Et mon cerveau cherchait parce que j'avais besoin de réponses rationnelles. Donc j'ouvre les volets, je cherche partout, il n'y avait personne. Et donc je commence à avoir très très peur et j'entends ce boum 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 boum. Et je suis dans ma chambre et je me dis mais je vais bientôt faire un arrêt cardiaque parce que je suis terrorisée, tout ça. Et ça continue, ça continue. Et à un moment, je dis ça suffit. Et là, ça s'arrête. Et je vais me recoucher. Et là, boum, boum, boum. Je me redresse, ça suffit. Et ça s'arrête. Et je me dis, bon, il faut que j'aille voir, parce qu'il y a peut-être vraiment quelqu'un dans la chambre. Et je suis allée dans la chambre. Quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne, évidemment. Mais c'était très compliqué, parce que j'ai entendu ensuite, les jours qui ont suivi, le canapé bouger. J'entendais vraiment qu'on traînait des meubles, j'entendais des pas, j'entendais des rires. Et le pire, c'est lorsqu'on me soufflait dans la figure, ou que j'entendais ricaner, ou que j'entendais qu'on me touchait, qu'on voulait m'étouffer aussi, c'est arrivé, qu'on veuille m'étouffer, qu'on m'étrangle. Donc tout ça, c'était très compliqué, et j'avais vraiment besoin de savoir. Vraiment, parce que je me disais, je ne suis pas folle. Et évidemment que je ne dormais pas. Dès que mon mari partait travailler, c'était impossible pour moi de dormir, tellement j'étais terrorisée. Et un jour, j'ai dit à mon mari, voilà, quand tu t'en vas, voilà ce qui se passe. Et mon mari m'a dit, écoute, on en parle lorsque je rentre. Et quand il est rentré, je lui ai expliqué, je me suis mise à pleurer. Et il m'a dit, bon, on va voir. Et j'ai eu l'impression de rentrer dans une phase d'observation pendant 2 mois. Il n'arrêtait pas de me regarder bizarrement. Et plus le temps passait, plus j'avais l'impression qu'on me mettait des petits cailloux sur mon chemin, avec le livre Le Test de Stéphane Alix, avec des gens qui s'y connaissaient, qui me parlaient d'esprit, qui me parlaient de nettoyer sa maison, qui me parlaient de choses incroyables, puisque moi je ne connaissais rien. Donc ce qui maintenant me semble être une évidence, à l'époque était juste un territoire complètement inconnu, quelque chose de nouveau, mais j'avais cette soif, ce besoin de savoir. Donc en fait, quelque part, même si l'entrée dans la médiumnité a été un peu inquiétante, un peu déstabilisante et violente, tu as été accompagnée. Ces livres, ces personnes qui ont parlé t'ont escorté quelque part. Exactement. Aujourd'hui, je m'aperçois que ces défunts, ces esprits, étaient là pour me faire comprendre des choses. Parce que je n'y comprenais rien, on va être clair. Un jour, je vais dans un hôtel. Je rentre à l'hôtel, nous étions à Pau, et dans la chambre d'hôtel, ça sentait l'eau de toilette de mon grand-père, qui est Abbé Rouge de Guerlain. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, ça sent l'eau de toilette de mon grand-père. Je fais un découché 3 jours après à Nice, et ça sentait encore une fois l'eau de toilette de mon grand-père.
Et je me disais, oh tiens, c'est bizarre. Et mon pauvre grand-père devait se dire, mais elle comprend rien, elle ne comprend rien. Et voilà, je devais être vraiment bouchée. Mais parce que déjà, il y avait la peur. Et puis, attention, pour moi, la médiumnité, c'était réservé à des gens incroyables, à des gens avec des dons. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, c'était certainement pas moi qui avais des dons. Impossible dans ma tête. Et qu'est-ce qui a fait que tu as compris que ces dons étaient réels et que tu avais une mission autre que celle d'avant? Eh bien, écoutez, lorsque j'ai lu le test, déjà de Stéphane Alix, ça a été une révélation. Parce que dans ma tête, je parlais à des défunts. Mais je pensais que tout le monde faisait ça. Je pensais que tout le monde avait des défunts dans sa tête. Alors, des défunts, façon de dire, chez moi, ça s'est manifesté souvent lorsque j'étais à la piscine, par exemple, que je prenais le soleil. Eh bien, dans ma tête, j'avais le concert de Jodassin, j'avais le concert de Georges Michael, de Claude François, mais je me disais, mais pourquoi est-ce que je n'ai que des chansons de gens morts? Pourquoi est-ce que tous ces chanteurs sont morts et pourquoi j'ai le défilé? Donc c'était chouette parce que j'étais au concert, si vous voulez. Dans ma tête, c'était juste magique parce que j'adore la musique. Mais ça m'interpellait quand même un petit peu, hein. Surtout, je n'étais pas forcément, je n'étais pas spécialement fan de Gilbert Bécaud, de Jodassin et tout ça. Et puis, il y avait toujours des gens qui parlaient dans ma tête. Mais est-ce qu'à un moment, vous dites à quelqu'un, c'est comment chez toi? C'est comment dans ta tête? Jamais on demande à quelqu'un, c'est comment dans ta tête en fait? Moi, je pensais que tous, on entendait des voix, tous, on avait des images de gens qu'on ne connaissait pas. Et donc, je parlais à mon grand-père lorsque j'étendais mon linge, un endroit où on capte très bien les choses. Eh bien, par exemple, un jour, mon fils passait son bac et je dis à mon grand-père, dans ma tête, tu crois qu'il va avoir son bac, Karl? Et là, je vois mon grand-père, toujours dans ma tête, ça c'est important. Parce que quand un médium nous dit, je vois, on voit, mais dans sa tête. Eh bien, là, mon grand-père, je le vois danser avec une bouteille de champagne et je me dis, tiens, c'est de bon augure. Mais je ne savais pas que c'était de la médiumnité. Et quand j'ai lu ce livre et que j'ai vu comment ça se passait chez les médiums, je me suis pris une sacrée claque. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Pas à mon âge, pas à 45 ans, comme ça, d'un coup, mais pas moi. Et pourtant, tout ce que je lisais, je me suis dit, mais c'est moi ça. Je me suis reconnue à travers ces gens. Et donc, dans ce livre, il y avait une des médiums qui s'appelle Loane Liège, que j'ai contactée, et comme par hasard, il restait une place à son stage. Et j'ai pu y participer. Et quand j'ai commencé le stage, eh bien là, ça a été une évidence. C'est-à-dire que, comme elle me l'a dit, tu as tout dans ta valise, tu as perdu la clé. Et effectivement, la clé, je l'ai bien vite récupérée, et voilà. Tu m'as dit à plusieurs reprises que tes guides te disent, ou que tes voix te disent, que la lumière se sert de l'obscurité. Est-ce que tu peux développer ça, s'il te plaît? Exactement. Alors au début, évidemment, j'ai appris les soins énergétiques, sans savoir ce que c'était. Hein. Je me suis retrouvée dans ce stage comme ça. Et puis j'étais tellement contente de découvrir cette magie, parce que je ne vais pas dire la médiumnité, parce qu'on peut, chacun s'il a envie, il peut aller faire ça. Donc je reconnectais quelque chose qui était d'une évidence. Et puis enfin, à part mon métier d'hôtesse, j'allais pouvoir faire quelque chose qui me plaisait. Donc je trouvais ça génial. J'allais pouvoir aider mes collègues. Enfin, ça commençait comme ça. Et puis j'étais tellement heureuse, tellement en joie. C'était Cuicui les petits oiseaux. Pour moi, je connaissais que l'amour, la joie, la magie. Enfin, voilà, moi j'ai appris que ça au début. Et puis au bout de 3-4 mois, je sentais qu'après des soins, j'étais fatiguée. Je sentais que souvent la nuit, on venait m'attaquer. Alors je ne savais pas trop ce que c'était les attaques, hein, mais souvent on voulait m'étrangler. C'était très désagréable. Je me réveillais la nuit, je ne pouvais plus crier. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas me débattre, j'étais juste paralysée. Et en fait, c'était très très désagréable et je ne savais pas comment me débarrasser de ça. Et un jour, je lis un livre et on me parle, enfin, dans ce livre, ça parle de pentacle de protection. Et donc, je contacte cette personne et je lui dis, voilà, j'aimerais bien savoir où trouver ce pentacle de protection. C'est ce qu'il me faut pour mes soins.
Et ce monsieur me dit, arrêtez tout. Arrêtez tout, arrêtez vos soins. Vous savez, des gens comme vous, j'en connais plein. Vous allez finir dans un caniveau. Vous allez peut-être assassiner votre famille. Enfin, une horreur. Pendant une demi-heure, il me raconte des horreurs. Et moi, j'étais toute naïve, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Il m'a tellement fait peur. J'annule tous mes rendez-vous. J'avais un mois de rendez-vous, j'annule tout. Et je me dis, non, c'est terminé, c'est trop dangereux. Là, on me dit que c'est très dangereux, il ne faut pas que je fasse ça. Et puis, évidemment, j'ai recontacté Loane, je lui ai expliqué. Et elle m'a dit, on parle de quelle lumière? De quelle lumière parles-tu? Parles-tu de la lumière des paillettes, du strass, des strass, ou la lumière divine? Et là, elle me dit, mais tu as peur de quoi? Ça dépend dans quelle lumière tu veux aller. Si c'est la lumière divine, ça va le faire, ça va aller. Et donc, évidemment qu'au bout de 3 semaines, j'ai ressorti ma table de soins, que je me suis remise aux soins, et c'est là que j'ai compris qu'il y a ce qu'on va appeler des entités. Un mot qui peut faire peur, mais juste pour imager, si vous pensez à quelqu'un de manière négative, déjà, on projette quelque chose de négatif, ce qu'on appelle le mauvais œil, ce qu'on appelle des mauvaises pensées. C'est déjà une entité. Regardez une jeune fille passer en mini-jupe, avoir des pensées pas très jolies, c'est déjà lui projeter des entités. Entité n'est pas un gros mot. Entité, ça peut être vraiment des pensées négatives tout simplement. Et j'ai compris que certes, il y avait la lumière, mais qu'il y avait l'ombre. Et avec les années, j'ai compris qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre, ou d'ombre sans lumière. Il ne peut pas y avoir de joie sans tristesse. Il ne peut pas y avoir de bonheur sans malheur. Ça fait partie du tout. C'est le symbole du yin et du yang. Exactement. Ça fait partie du tout, mais je n'ai pas compris tout de suite ça. Il a fallu quand même quelques années avant de le comprendre. Et puis un jour, alors que je n'étais pas très contente, que je parlais au guide, parce que je ne supporte pas l'injustice, et je dis ça c'est pas normal, c'est pas juste et tout ça, je râlais un peu, les guides m'ont dit, on se sert de l'ombre pour montrer la lumière. Et cette phrase, très courte, a été pleine d'enseignements, et riche d'enseignements. Parce que je comprends que lorsqu'on a un coup dur, il n'y a pas de coup dur, il y a une leçon. Alors c'est très difficile de dire ça à quelqu'un qui a perdu un enfant, par exemple. On ne peut pas dire ce n'est pas un coup dur, c'est une leçon. Mais on ne va pas parler de ce thème-là, on va peut-être dire allez, la voiture qui tombe en panne et on n'a pas d'argent pour en acheter, et voilà. Et donc là, en fait, de ça, on peut en tirer un enseignement positif. Parce que peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un, qu'on va faire du covoiturage, et que cette personne va nous apporter quelque chose d'incroyable. Voilà. Pourquoi l'ombre peut servir la lumière. Et est-ce que tu as des exemples concrets de manifestations de l'ombre dans ta vie, dans tes expériences, dans tes soins? Est-ce que ça t'est arrivé? Oui, bien sûr. J'avais fait un soin, à l'époque, je commençais aussi, et il y avait une journaliste qui voulait faire un soin, et puis comme je n'étais pas sûre de moi, eh bien, je prenais mon pendule à chaque fois. Et le pendule me disait non, tu ne fais pas. Bon, alors, j'ai dit, écoutez, non, je ne suis pas tout à fait prête. Et elle me relance, et le pendule me dit non. Oh, je ne suis pas tout à fait prête. Oui, mais le mental disait, oh, quand même, elle est journaliste. Au magazine Elle, tu commences, ça pourrait te faire de la publicité, n'est-ce pas? Et en fait, bien sûr que c'est le mental, mais il y a aussi les entités qui parlent. Parce que des fois, on entend des voix. Mais comment être sûr de qui parle? Alors, je me suis lancée. Même si le pendule me disait non. J'y suis allée. Disons qu'elle est venue à moi. Elle est venue faire le soin. Et donc, j'ai fait un soin qui a duré 2 heures à peu près. Et elle est partie. Elle était en super forme. Et moi, je n'ai pas pu bouger de mon canapé pendant 3 heures. J'étais vraiment cuite, archi cuite. J'étais morte, c'est simple. J'étais vraiment mal. Et dans la nuit, j'ai été attaquée. Et donc, on essaye de vous étrangler. Vous êtes paralysé. C'est douloureux. Ça fait mal, vraiment. Et voilà, les manifestations de l'ombre, elles sont comme ça.
évidemment que cette ombre va jouer sur la peur et sur la colère. C'est là qu'elle se manifeste. Mais on l'a tous vu. Vous êtes peut-être un jour disputé avec quelqu'un et vous voyez la personne rentrer dans une colère noire et vous voyez le visage qui se transforme. Et vous dites, mais je ne l'ai pas reconnu. Oui, vous avez vu l'ombre à travers ce visage. Et pour revenir à cet exemple, en fait, quel était l'enseignement à tirer de cette expérience en fait? Pourquoi est-ce que tu t'es sentie si mal et si vidée après avoir fait le soin sur cette personne? Alors déjà, ça m'a appris que lorsqu'on ne le sent pas, il ne faut pas y aller. Ça m'a appris qu'il fallait aussi être humble. On ne peut pas sauver la planète entière. Parce qu'au début, quand on commence les soins, évidemment qu'on veut sauver la planète. On veut sauver tout le monde. On veut faire plaisir à tout le monde. Moi, je disais oui à tout. Voilà, même si ça m'avait l'air compliqué, je voulais faire plaisir. Et puis, eh bien, ça nous montre qu'on a aussi nos limites. Nous, en tant qu'humains, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on peut pas, il y a des moments, il faut savoir aussi dire non. Il faut savoir se protéger. Donc, ça m'a appris ça. Et ça m'a appris aussi à écouter mon cœur, mon ressenti. Parce que quand je me suis dit, mais cette journaliste, elle travaille chez elle, tu te rends compte, si elle te fait un papier, pour démarrer, c'est juste incroyable. J'ai écouté quoi? J'ai écouté mon petit ego, mon mental. Et donc ça m'a appris. C'est là que la lumière a bien fait son travail. Ah oui, on va te montrer. Tu veux faire, on t'a dit de faire attention, hein. Tu veux y aller, mais va, on ne t'empêche pas. On ne nous empêche pas, on a toujours le libre arbitre. Voilà. Et pour comprendre d'un point de vue rationnel, en fait, est-ce que tu penses que cette personne était chargée, en fait? Oui, tout à fait. Oui, elle était chargée, elle le sentait, mais elle a bien joué son rôle. Elle a insisté. Et c'est ça qui est juste incroyable. C'est-à-dire que si on prend de la hauteur, on va s'apercevoir que dans sa famille, dans ses amis, c'est une grande pièce de théâtre. Et tout est parfait. Les gens sont là pour vous pousser dans vos retranchements, pour vous faire travailler, pour vous faire avancer. Et tout est parfait. Et elle a été parfaite dans ce rôle. Elle a bien joué. Et en plus, elle ne m'a jamais fait de papier. L'enseignement jusqu'au bout. Et donc, est-ce que tu conseillerais donc à ceux qui nous écoutent de se protéger de l'ombre? Est-ce qu'il y a quand même des précautions à prendre quand on se met trop dans la lumière, quand on s'expose trop? Est-ce qu'il y a des... Ou est-ce que ça, au contraire, se lancer dans des protections, c'est faire exister tout ça? Où est le juste milieu? Alors, j'ai envie de dire de manière rationnelle, juste en toute simplicité, on se protège ou on se nettoie. Donc se nettoyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste prendre du gros sel basique, premier prix. Vous prenez une bonne douche, vous vous savonnez et vous passez du gros sel sur vos chakras, sur le haut de vos épaules et sur le bas du dos, au niveau des reins, puisque les entités vont aller se coller là. Voilà. Ça, c'est lorsque vous prenez les transports en commun, lorsque vous allez dans les hôpitaux, lorsque vous allez au cinéma, au cimetière, dans des endroits où il y a beaucoup de monde et dans les endroits où il y a eu de la tristesse, où il y a eu de la maladie. Là, il faut se nettoyer, c'est important. Mais vous le sentez, vous allez chez quelqu'un. Vous appréhendez d'aller chez quelqu'un parce que cette personne, vous savez que quand vous passez du temps avec elle, vous êtes vidé. Qu'a fait cette personne? Alors, pas elle, mais les entités qu'elle porte. L'entité est venue pomper toute votre énergie, toute votre lumière. Elle se nourrit. Elle se nourrit. Et donc vous sortez de là, vous êtes KO. C'est là qu'il faut se nettoyer. Ou se protéger. Mais alors, on se protège comment? Avec une coque. Ceci dit, on oublie, très souvent, on oublie de la faire. Parce qu'on est dedans et on a été attaqué tout de suite et on oublie de faire sa coque. Complètement. Par contre, on n'oublie pas de se nettoyer. Ça vient plus facilement. C'est vraiment, dans votre salle de bain, achetez-vous un joli pot, mettez du gros sel à l'intérieur et mettez ça en évidence, vous allez y penser. Alors que la coque de protection, vous risquez d'oublier. Et il suffit de le faire une seule fois, en conscience. Tout à fait, exactement. Ou alors, pour ceux qui n'aiment pas le gros sel, on peut également être dans sa douche et imaginer que l'eau qui coule sur vous est une eau lumineuse, est une eau magique et qui vous nettoie. C'est plus simple, c'est facile. Et puis des fois, lorsqu'on voyage, on n'a pas forcément le gros sel avec nous.
Alors aujourd'hui, tu pratiques des soins, tu aides beaucoup, beaucoup de monde. Est-ce qu'il t'est arrivé de te confronter à l'ombre au sein de quelqu'un, tu vois, qui hébergeait de l'ombre? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir te confronter à l'ombre, tapis, au sein du corps d'une de tes patientes ou d'un de tes patients? Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé en soins à distance. C'est-à-dire que en soins à distance, on travaille avec la table de soins. Donc la table de soins est là. La personne est chez elle et on va appeler les corps énergétiques, le corps éthérique. Et quand on pose la main sur sa table de soins, eh bien on sent une espèce de petite résistance. Donc la personne était allongée chez elle. Je ne la connaissais pas, hein, elle m'avait juste dit qu'elle était thérapeute. Et je commence le soin et là, impossible. Impossible, je n'arrivais pas à me concentrer, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me tournait autour, ça n'allait pas du tout. Donc à un moment, je me pose, qu'est-ce que je fais? Et l'idée me vient, merci, les amis, donc ce sont les guides, de faire un symbole de protection. Quelque chose que je ne connaissais pas, qui existe, mais à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. Et je fais ce qu'on appelle une Merkaba, j'ai appris que ça s'appelait comme ça. Qu'est-ce que c'est? Et c'est un symbole géométrique. Ça ressemble un peu au sceau de Salomon. Voilà. Et donc on fait un triangle comme ça, et puis un autre dans l'autre sens. Et je me suis mis à l'intérieur, j'ai fait un très grand triangle, donc avec son intention, tout par-delà. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, que ce soit dans l'invisible, dans l'intention, tout par-delà et de là. Donc, l'idée, je veux me protéger, je dois me protéger. Comment je fais maintenant avec cette patiente qui est là? Allez, je me fais un grand Merkaba de protection. Et hop, j'ai pu faire mon soin sans problème. Quand j'étais au niveau du chakra du cœur, j'ai vu que cette personne était dans un cercueil. Et l'idée, en soin à distance, c'est de réparer les choses. Et quand on voit quelqu'un dans un cercueil, ce n'est pas qu'elle va mourir demain. Pas du tout. Mais pourquoi est-ce qu'elle est au fond de cette boîte? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Et j'essayais de la remonter, de la remonter, de la remonter. Et c'était dur, c'était dur. Et au bout d'un moment, j'arrive. Elle ressort de ce cercueil. Tout ça se passe dans votre tête, hein, dans la tête du magnétiseur ou du médium. Bref. Et lorsqu'après, je l'ai appelée, qu'on a fait le rendu compte, elle m'a avoué qu'elle avait été victime de magie noire. Et donc, ce que j'ai vu, et le cercueil, et surtout cette chose qui me tournait autour sans cesse, c'était de la magie noire. Voilà. Donc c'est comme ça. Une autre fois, c'était vraiment, on le ressent, hein, c'est-à-dire que les gens vous contactent et sont très agressifs au téléphone. Et on sait que l'être est bon à la base. Donc cette agressivité, ce n'est pas la personne. On n'appelle pas quelqu'un pour l'agresser. Mais la personne, si vous voulez, quand vous arrivez avec une lumière, vous arrivez avec une douceur, une gentillesse, c'est très dérangeant pour les entités. Et en fait, on arrive aussi à dégager les entités avec le cœur, parce que ça les déstabilise. Cette lumière qui arrive, c'est très compliqué. Imaginez-vous dans une pièce noire, entièrement noire. Et d'un coup, on vous met de la lumière très flashy, très brillante, devant vos yeux. Vous allez faire quoi? Vous allez faire « Oh, ouf !» Vous savez, comme le matin quand on se réveille, « Oula !» C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'entité fait « Oula !» Et si on y va, tu vas dégager de là, on n'y arrive pas. Enfin, le soin va se faire, bien sûr que ça va se faire. Mais peut-être pour mieux revenir après. Alors que si on y va en douceur, les entités ne comprennent pas. Non, elles sont dans des basses vibrations. Donc déjà, apporter de la lumière, c'est douloureux. Mais on explique, on dit à l'entité, on la ramène dans sa dimension d'origine. Parce que, comment tu fais ça? Alors, je fais ça en soin, c'est-à-dire que je vais invoquer le guide, par exemple, des bêtes, parce que souvent on voit des bêtes, on peut voir des reptiliens, on peut voir des espèces de larves, on voit des bestioles. Voilà, des bestioles. Donc à ce moment-là, on invoque, il y a deux écoles. La mienne, en tout cas, j'invoque et je demande à ce que cette bête que j'ai ramassée soit juste ramenée dans la dimension d'origine. La deuxième école est de zigouiller la bestiole. Chacun fait comme il veut. Mais
souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entités, elles sont là pour vous montrer quelque chose. On ne se colle pas des entités comme ça. C'est-à-dire que l'entité vient pour montrer une blessure, une faille. Encore une fois, la lumière se sert de l'ombre pour montrer où est-ce qu'il y a une blessure. Est-ce que c'est la blessure de l'abandon? Est-ce le rejet? La trahison? L'humiliation? L'injustice? Mais surtout la peur et la colère. C'est fascinant. Ces bestioles que tu décris, est-ce qu'elles ressemblent un tout petit peu aux gargouilles qu'on voit sur les cathédrales et les églises ou pas du tout? Alors, ça dépend du chakra. D'accord. Au niveau du dos, la première fois que j'ai vu une bête, j'ai vu comme un pou géant. Mais un gros pou comme ça, hein, collé. Alors imaginez, moi qui ai peur des mouches, et là je me dis, il faut que j'enlève ce truc-là. Hein. Voilà, donc on enlève. Donc ça, c'est ce que je vois souvent derrière. Au niveau du sacré, tout ce qui est en partie basse, ce sont vraiment comme des gros varans. C'est des grosses bestioles, des grosses bestioles, style varan. Et style, il faut tirer longtemps, il y a une grande queue. Voilà. Au niveau des oreilles et des yeux, ce sont des petits vers, comme des orvets un petit peu, des petites bestioles comme ça. Et au niveau du cœur, ça peut être des espèces de sangsues. Donc rien à voir avec les gargouilles. D'accord, intéressant. Ça peut être plus dans les maisons, ce genre d'entité. Voilà, ça peut être dans les maisons des espèces de formes de gargouilles, effectivement. Ça peut être, des visages, des espèces de visages pas très jolis. Ou les reptiliens, on le voit chez les gens, les reptiliens, souvent au niveau des yeux, ça se voit. C'est-à-dire? Eh bien, il peut y avoir des yeux qui ressemblent à des yeux de serpent ou de chat, voilà, avec l'iris très allongé. Chez la personne, oui, carrément. Oui. L'œil se modifie. Oui, on le voit à ce niveau-là. Et puis la personne, il faut savoir que le reptilien est très intéressé par le sexe, le pouvoir et l'argent. Donc quand il y a ce trio sexe, pouvoir, argent, souvent il y a reptilien. Et qu'est-ce que tu veux dire par reptilien? Reptilien, c'est une entité qui vient d'une autre dimension et qui va rentrer dans le corps de la personne. Il y en a beaucoup sur notre terre, il y en a beaucoup. Tout ce qui est pouvoir. À l'insu de la personne, en fait. Bien sûr. À l'insu de la personne. Et quand tu dis on le voit, tu veux dire les médiums comme toi le voient, ou est-ce que même les personnes qui ne sont pas à la base médiums peuvent par court instant l'apercevoir? Exactement, bien sûr. Déjà, vous pouvez ressentir, c'est vos amis ou votre famille, vous pouvez dire « Tiens, c'est bizarre, il n'est pas comme avant. Ça ne lui ressemble pas, c'est étrange. » Et est-ce que tu aurais une autre anecdote, par exemple? Parce que ça donne énormément d'espoir de savoir qu'on peut faire appel à des gens pour se débarrasser de ces entités et de ces énergies qui peuvent être des pensées, des formes pensées, des égrégores qui pénètrent à l'intérieur de nous si jamais on a eu un accès de colère ou si jamais tout d'un coup on a eu peur, parce que si je t'ai bien comprise, la peur et la colère sont des failles dans lesquelles s'engouffrent encore plus facilement que dans l'autre les entités. Est-ce que tu as un autre exemple à nous raconter de quelqu'un que tu aurais réussi à aider? Alors, je m'occupe d'un groupe de gens qui ont peur de l'avion. Et en fait, ces gens qui sont dans la peur, pour vous faire comprendre comment ça marche, quand on a une peur, on va aller, vous voyez, nos corps énergétiques sont comme ça, on va aller ouvrir quelque chose. On a peur, ça s'ouvre. Là-dedans rentre l'entité peur, on va l'appeler comme ça. L'entité peur ou l'entité colère fonctionne de la même façon. Ça rentre. Et donc les gens vont aller regarder que des vidéos catastrophes, que des vidéos qui font peur, que des vidéos de crash, que des vidéos avec une météo épouvantable où l'avion fait du crabe comme ça, enfin bon, une horreur. Pour nourrir encore. Parce que la peur est là, c'est une bête. La peur a besoin de manger, comme la colère. Quand vous êtes en colère avec quelqu'un, on décroche le téléphone. Oui, tu sais, faut que je te raconte là. Tu sais ce qu'elle m'a fait. On raccroche. Ça y est, on a nourri. Et puis au bout d'un quart d'heure, voilà, attends, je te raconte. Tu sais ce qu'elle m'a fait. C'est pareil. Et en fait, l'idée, c'est de faire comprendre aux gens
que quand ils laissent rentrer les entités peur et colère, et qu'ils nourrissent avec de la peur ou de la colère, c'est un banquet. On est un banquet sur pattes, en fait. Et en fait, on explique aux gens ça. Arrêtez de donner à manger. Regardez des vidéos où les gens partent à Tahiti, où l'atterrissage sur le lagon est juste magnifique, mais ça ne les intéresse pas. La peur n'en veut pas de ça. Mais pourquoi? Ou celui qui est en colère, mais il n'a pas envie de faire la paix. Ah non, ça, il va me le payer très cher. Ça, voilà. Et en fait, tout ça, c'est juste une compréhension. Mais une fois qu'on a compris qu'on a une sacrée bestiole et que la bestiole, elle a envie de manger, quand j'explique ça aux gens qui ont peur de l'avion, il se passe quelque chose. Ils se disent oui, non, bah peut-être que je vais arrêter de nourrir. On le dit en plus, je nourris ma peur. C'est vrai. C'est tellement bien dit, c'est ça, on nourrit cette entité. Et dans le cas de ces personnes qui ont cette bestiole, est-ce qu'elles peuvent s'en débarrasser toutes seules? Est-ce qu'il faut que tu les aides? Comment ça se passe? Les gens qui sont attirés par la lumière savent que marcher dans la nature, ça leur fait un bien fou. On le ressent. Donc, il suffit que je leur explique le système, comment ça marche. Et puis après, je leur dis de faire la douche de sel, d'aller marcher dans la nature, de se nourrir de belles choses, de belles énergies. Parce que quand on se nourrit de joie, quand on met de la musique, quand on chante, les basses vibrations détestent ça. La joie, la musique, sauf si vous mettez du métal. Si vous mettez du métal, du AC/DC, c'est de la musique également. Ça dépend après tout ce qui va autour. Si la déco est pareille, voilà, il faut faire attention. Mais de la musique vraiment, ou de la musique classique, ou de la pop, ou peu importe, de la joie, dès qu'on met de la joie, on remonte ces vibrations. Et les entités du bas astral, ben il n'y a plus rien à manger. On va les jouer ailleurs. Elles ne s'accrochent pas très longtemps. Hein, parce que, bah oui, mais il n'y a plus rien à manger. Alors qu'il y a tellement à manger sur les gens qui ont peur, bah c'est facile. Ça saute hein, de tête en tête. Je l'ai vu en stage, ça. De tête en tête, ça saute. C'est incroyable. En stage, comme c'est tombes 10, oui, je croyais qu'elle me faisait une blague au début. Ça a été, ah, ben quoi? Mais Claudia, il y a un truc là qui m'a fait mal. Je viens, je me lève pour enlever la chose. Et là, c'est la fille à côté qui fait, ah non, c'est une blague. Et que ça a fait comme ça, 4-5 personnes à la suite. Parce que dès que je m'approchais, hop, la chose sautait. C'est hallucinant. C'est incroyable. Incroyable. Alors, on entend beaucoup dire en ce moment qu'on est en transition, on entre dans l'ère du Verseau, la Terre monte en vibration, donc la lumière est de plus en plus présente, de plus en plus forte. Ça sous-entend que l'ombre est aussi de plus en plus forte et de plus en plus présente, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Les deux vagues, on va dire ça comme ça, les deux camps gonflent. C'est comme ça que ça me vient, hein. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. L'idée, c'est de choisir le bon camp. Voilà, de ne pas se laisser aspirer par ces peurs, par cette colère. Parce que ça adore, ça a très faim, ces entités. Hein. Et en fait, vous allez vous laisser aspirer par le bas. Ça veut dire quoi? Être mélancolique, être triste. Quand on est mélancolique, qu'on est triste, on devient dépressif. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à avoir des problèmes de santé et vous allez dépérir. Vous allez vous déclencher des choses. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, je sais que ça existe, mais maintenant, moi, je veux de la joie. Et plus vous allez vibrer de la joie autour de vous, autour de votre famille, vous communiquez. Ah mais tiens, mais c'est incroyable, elle a toujours la pêche. Mais oui, bien sûr, on sait qu'il y a de la misère, on le sait. Mais si moi aussi je me mets à émettre de la misère, on ne s'en sort plus. L'idée, c'est de répandre cette joie, comme une traînée, comme de la poudre de fée. On répand notre joie, on la partage, cette joie. On l'émane. Exactement. Et là, ça va faire gonfler, c'est ça l'idée, que cette lumière se répande. Donc la tristesse fait aussi partie de ces émotions qui malheureusement peuvent inciter des entités à se greffer, etc. Parce que... Alors, on peut avoir de la tristesse parce qu'on a perdu quelqu'un. Et c'est normal. Ce sont des émotions.
C'est normal d'accueillir ces émotions. Il ne faut pas les renier. C'est très important. Le tout, c'est de ne pas ouvrir la faille pour qu'autre chose vienne dedans. C'est-à-dire, je suis triste, je comprends et c'est normal, je suis en deuil, j'ai perdu un être cher, c'est normal que je le pleure, mais c'est aussi normal que je lui rende hommage, que je l'accompagne ensuite, que je lui apporte de la joie, parce que n'oubliez pas que lorsqu'on pleure ses défunts, c'est très difficile pour eux aussi de nous laisser dans cette peine. Donc, ils comprennent qu'on soit dans la peine, mais on fait ensuite le maximum pour se relever. Et ne pas ouvrir des failles d'abandon. Parce qu'en fait, la tristesse, c'est bien, c'est une émotion, c'est bien. Attention, est-ce qu'elle n'ouvre pas la faille du rejet, de l'abandon? Parce que si on ouvre cette faille d'abandon, hop, c'est pareil. Voilà, une fois de plus, t'as perdu, une fois de plus, on t'a abandonné, et c'est reparti. Et le truc qui passe en boucle. On n'est plus dans la tristesse là, on est dans autre chose. Merci beaucoup. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te confronter à quelque chose de trop noir, de trop agressif? Oui. Oui, c'était... en fait, les guides sont vraiment des êtres qui nous accompagnent, qui nous protègent, mais ils font ce qu'ils peuvent. Donc, il y a des mises en garde. C'est-à-dire que la personne m'a téléphoné pour prendre un rendez-vous. Et au téléphone, je n'aimais pas la façon. Elle forçait quelque chose. Je disais que je n'avais pas de place. Oui, mais il faut que... Il y a un truc qui me freinait. Et évidemment, j'étais encore à cette période où je voulais sauver la terre entière. Donc j'ai accepté. Et quand j'ai noté son rendez-vous, ce qui m'est venu, c'est drogue. Je ne sais pas, ce mot est arrivé, drogue. Bon. Et quand elle est arrivée, elle était très énervée, très agressive et tout ça. Je me suis dit, ça va être compliqué. J'ai senti que ça allait être compliqué. Et tout de suite, je lui ai dit, est-ce que vous droguez? Ah mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, très bien, je peux me tromper. J'ai fait le soin, j'étais pas bien du tout, mais je l'ai fait quand même. Et elle s'est sentie très bien. Évidemment, j'avais pris toutes ces entités, parce qu'évidemment, on en voit le maximum d'entités sur ou vers les dimensions d'origine, mais on s'en prend aussi, c'est évident, c'est pour ça qu'il faut se nettoyer après les soins. Et donc, cette personne me dit « Ah, mais j'adore les soins que vous faites, je vais vous envoyer mon mari, je vais vous envoyer ma nièce, je vais vous envoyer un tel... » Et moi, plus elle me disait « Je vais vous envoyer », plus je me disais « Non, surtout pas, surtout pas, surtout pas ». Et elle me dit « Ouais, mais mon mari, j'aimerais vraiment... » Je dis « Mais votre mari me fait « Bah oui, il se drogue. » Et je me dis « Mais attends, j'ai commencé la séance en demandant s'il y avait des problèmes de drogue, et vous me dites que non, alors qu'en fait, le mari se drogue. Et que j'ai bien compris... que peut-être que c'était pas de la cocaïne pour elle, mais c'était peut-être juste de la fumette, peu importe. Mais quand on fait des soins énergétiques, c'est très important d'être dans l'honnêteté. Voilà, l'honnêteté intellectuelle. Et là, pour moi, c'est du négatif en barre quoi, qui arrive. C'est vraiment pour me tester. C'est vraiment pour... Oui, c'est une bataille, c'est une bataille de l'ombre contre la lumière. Voilà. Donc ça, j'aime pas. Et d'ailleurs, elle m'a relancée et j'ai été capable de dire non. Je ne peux pas. Parce que c'est trop pour moi. Parce que ça ne me correspond pas. Ce ne sont pas mes vibrations. Moi, j'ai besoin que ce soit de cœur à cœur. J'ai besoin que ce soit honnête, que ce soit fluide. Et pas dans une espèce de confrontation et de mensonge. C'est pas possible. Merci beaucoup encore pour cette anecdote. Est-ce que tu as un conseil à donner pour les personnes qui nous écoutent? Le conseil, c'est d'être dans la joie. Voilà, alors c'est un conseil qui est difficile à appliquer avec les temps qui courent, avec l'amorosité ambiante. J'ai envie de vous dire, déconnectez-vous de tout ce qui est télévision, de tout ce qui est vidéo à sensation. Déconnectez-vous de tout ça. Restez dans... Vous pouvez être sur des vidéos, regarder des vidéos drôles. Amusez-vous, bien sûr. On ne peut pas dire éteignez vos téléphones et partez sur une île déserte. Ce n'est pas possible. Mais restez dans la joie.
Regardez des choses qui vous font sourire, regardez des choses qui vous font du bien. Ne commencez pas à tomber dans la guerre, dans la misère des gens. Ce n'est pas la rejeter, attention. C'est ne pas nourrir ça. Vraiment, restez dans des choses qui vous font plaisir. Voyez vos amis, voyez votre famille, passez des bons moments, faites des bons repas, être dans l'amour, dans le cœur, dans le partage. C'est de ça qu'on a besoin. C'est ça que veut la lumière, c'est ça que veulent les guides. Les guides disent « Oh, il y a de l'amour ». Alors ça fait toujours un peu cucul la praline de dire « Oh, il y a de l'amour ». On aime l'amour et on est dans le cœur. C'est juste, c'est top, hein. Ça serait génial. Mais on ne peut pas dans cette vie parce qu'il faut aller travailler, parce qu'on a des soucis, parce que les enfants vont à l'école, parce qu'on a perdu son boulot. Mais en tout cas, on fait le maximum pour. C'est-à-dire que les petits moments qu'on a pour soi, eh bien, on va se promener dans la nature, on partage un moment avec une amie au téléphone, on fait plaisir à son mari, on est dans la joie avec ses enfants. C'est des petites choses du quotidien. Le bonheur, j'ai envie de vous dire, le bonheur, c'est juste des petits moments de joie du quotidien. Donc, soyez juste heureux au quotidien. Merci beaucoup. Magnifique. Merci à vous.